C'est un événement qui a ancré en moi quelque chose que j'avais déjà, mais qui est l'ouverture aux rencontres et le fait de juste de discuter pour voir, parce que en fait, on sait pas ce qui se passe derrière. Ce prénom, c'est un prénom composé avec un trait d'union, et c'est un peu un trait d'union entre la culture vietnamienne de mes parents et ma culture française. En fait, quand t'entreprends, t'es aussi entrepreneur de ton propre développement personnel. Et pour moi, il y a 2 choses principales que je fais. La première, c'est... Hello, bienvenue sur le podcast des Leaders sans frontières, le podcast où nous partons à la rencontre des meilleures pratiques managériales et entrepreneuriales, inspirées des différences culturelles et de l'international. Je m'appelle Paul Tressens et vis au Vietnam depuis 2022. En créant ce podcast, mon ambition est de vous aider à élargir votre champ des possibles et appliquer des méthodes venues d'ailleurs dans votre quotidien. Je vous souhaite un bon voyage avec notre invité pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. Bonne écoute! Salut Canline. Salut Paul. Merci de m'accueillir ici au sein de The Cocoa Project et bienvenue dans le podcast des Leaders sans frontières. Ce que je te propose dans un premier temps, c'est que tu te présentes et que tu nous dises d'où tu viens et ce que tu fais. Je m'appelle Canline, je suis de Paris, donc je suis française. Je suis chocolate entrepreneur, si tu veux dire ça comme ça. J'ai créé Cocoa Project depuis quelques années. On a officiellement ouvert il y a 1 an et demi. Super. Alors moi, il y a une première question assez perso que je veux te poser, c'est ton prénom, Canline, qui est lié à ton histoire. Est-ce que tu peux m'expliquer d'où ça vient et quelle est la signification s'il y en a une? Oui, avec plaisir, parce que c'est par là que tout commence. Généralement, je me présente, je m'appelle Canline. En ayant grandi en France, j'ai passé la moitié de ma vie à épeler mon prénom pour que les gens puissent l'écrire, pour comprendre d'où il venait, que c'était un prénom d'origine vietnamienne, que c'était un prénom composé, que je m'appelle pas Can ou Lin, je m'appelle Canline. Donc ça, c'est ce à quoi j'ai dû m'habituer en ayant grandi en France, avec un nom qui est pas le même prénom que tout le monde. Et je m'étais habituée à ça jusqu'à mes 27 ans, quand je suis arrivée au Vietnam. Et au Vietnam, j'ai dû recommencer, parce qu'au Vietnam, il fallait que j'explique aux gens que même si mon prénom ressemble à un prénom vietnamien, Can Lun, je ne suis pas habituée à ce qu'on m'appelle Lun, comme c'est la coutume au Vietnam. En fait, quand quelqu'un a un nom composé, généralement on prononce seulement le deuxième nom, et si tu t'appelles Can Lun, on va t'appeler Lun. Et en fait, pour moi, Lun, je sais pas qui c'est. Bien sûr. Et du coup, oui, j'ai dû recommencer à expliquer aux Vietnamiens. En fait, oui, ça ressemble, mais il faut m'appeler Can Lin, ou si vous voulez Can Lun, mais ne m'appelez pas Lun, s'il vous plaît. Ce prénom, c'est un prénom composé avec un trait d'union, et c'est un peu un trait d'union entre la culture vietnamienne de mes parents et ma culture française. Moi, je me sens française, je suis née en France. Je ne fais qu'apprendre le vietnamien, donc c'est une particularité de mon identité qui se retrouve même dans mon prénom. Ok, super. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, que ce soit scolaire, puis après le cheminement de tes expériences professionnelles? Alors scolaire, c'est le bon mot, parce que j'ai toujours été une bonne élève. En bonne élève, j'ai suivi une trajectoire assez linéaire. J'ai fait mon lycée à Henri IV, ma prépa à Henri IV, qui m'a emmenée très naturellement vers HEC. Et de HEC, c'était très naturel aussi de commencer en consulting chez McKinsey. Mmh. Et à ce moment-là, j'ai commencé à sentir le poids des responsabilités de déterminer sa vie, en fait, de choisir où on va, qu'est-ce que je fais, en fait, est-ce que je fais que mettre un pas derrière l'autre, pourquoi faire. J'ai eu la chance, quand je travaillais chez McKinsey, de faire un projet pour une entreprise de chocolat. Et c'est depuis ce moment-là que j'ai eu l'étincelle, en fait, que j'ai eu un déclic. J'avais enchaîné différents projets pour différents types d'industries, pharma, secteur public, automobile. J'avais enchaîné pas mal de projets sans vraiment me dire ah, j'aimerais bien devenir le client. Et là, ce projet dans cette entreprise de chocolat, c'est
le déclic où je me suis dit: «Ah, en fait, je pense que je sais ce que je veux faire. C'est un secteur qui me passionne. J'ai fait des belles rencontres et en fait, je vais essayer de rentrer dans ce secteur». Et là, ça a été compliqué parce qu'en fait, il n'y a pas tant d'entreprises de chocolat que ça dans le monde qui acceptent, quelqu'un à un moment T. J'ai pas trouvé de place, dans ce secteur. Du coup, j'ai élargi. Donc j'ai élargi, je voulais et travailler dans le chocolat et partir, en Asie. Donc j'ai élargi, de du chocolat à la purée de fruits, parce que pour rester dans le domaine de la pâtisserie, aux produits laitiers pour, toujours rester dans le domaine au moins de la crème, de fil en aiguille à rester dans l'univers du goût. Donc j'ai essayé les spiritueux, bon peut-être que j'étais pas très bonne en entretien, je sais pas, mais en tout cas, à la fin, j'ai trouvé, une place dans le secteur de la bière, donc toujours, dans le secteur du goût, d'un produit de qualité. J'étais chez, et j'ai fini par arriver chez AB InBev, donc le groupe de bière qui a, Budweiser, Corona, Leffe, Hoegaarden, Stella Artois et beaucoup d'autres, notamment Triple Carmélite et pour arriver, au Vietnam, pour développer, les opérations, Cambodge et Laos. Une fois là, beaucoup de choses, enfin AB InBev, c'est une boîte, géniale, je pourrais en parler pendant, 1 heure, mais je pense que c'est pas le sujet, hein. Au bout de 3 ans chez AB InBev, à aider, le groupe à grandir au Vietnam, j'ai fait une autre rencontre. Donc un jour, j'étais, dans un bus et là, j'ai parlé avec, quelqu'un qui s'appelle Grisha, qui a fait toute sa carrière dans le chocolat, depuis il n'a jamais rien fait d'autre en fait que de travailler dans le chocolat et c'est cette rencontre qui m'a progressivement amenée, à ici, voilà. Tu parles de ton expérience en conseil, ta première expérience. Quel a été le cheminement, dans quel état professionnel, personnel tu étais pour te dire je veux complètement quitter la France et partir m'expatrier en Asie? Alors j'avais déjà fait des stages pendant mon année de césure. J'ai commencé ma toute première expérience professionnelle, c'était en Thaïlande. Après c'est une autre histoire, après j'étais au Japon, Mmh. mais au Japon, c'est le moment où il y a eu Fukushima. Du coup, j'ai atterri en Chine et en Chine, c'est là où j'ai fait, ma première expérience en conseil chez Roland Berger et disons qu'en 1 an, j'ai vu la Thaïlande, le Japon, la Chine, c'est un cadre très dynamique, surtout la Chine dans les années, 2010, c'était le moment où il y avait un énorme, spotlight, sur la Chine et donc dynamisme, de la société, de l'économie, enfin c'était vraiment fort et ensuite après ça, quand j'ai commencé à travailler en 2012, c'était plutôt, c'était un autre contexte économique, en Europe et ouais, il y avait un contraste qui du coup me donnait une nostalgie ça peut affecter, le type de mission que tu as, le type d'environnement dans lequel tu es et c'est vrai qu'en Asie, c'est autrement plus dynamique et c'est ça qui m'a donné envie de revenir en Asie, ouais. Tu parles d'une expérience, une première expérience de stage en Thaïlande, Japon, Chine. Après, tu as souhaité retourner au Vietnam. Pendant tes premiers stages, qu'est-ce que ça t'a demandé, tes premières expériences, qu'est-ce que ça t'a demandé comme adaptation? Est-ce que tu as dû mettre en place des méthodes justement pour travailler avec des Thaïlandais, des Chinois, des Japonais? C'est pas les mêmes cultures de pays. Comment on s'adapte? Comment on s'adapte? Comment je me suis adaptée à l'époque? À l'époque, j'étais aussi très jeune et malléable. C'était ma première expérience, donc j'étais très ouverte à ce que ça aille dans un sens ou dans l'autre. L'effort était moindre parce que j'étais jeune et du coup, j'avais pas de standard, à part mon standard, scolaire, mais en soi, c'est déjà une adaptation quand tu passes, du monde, universitaire ou des études, au monde, du travail, c'est une adaptation en soi. Du coup, à l'époque, l'adaptation culturelle, était présente, mais n'était pas, choquante ou n'était pas, un effort aussi grand que ça l'a plus été, quand
je suis arrivée au Vietnam il y a 7 ans pour travailler. Parce que à ce moment-là, j'avais déjà plusieurs années d'expérience professionnelle, certains codes, une certaine façon de se comporter. Et du coup, l'effort d'adaptation a plus été il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, comment j'ai fait? C'est un mélange entre j'ai observé, donc j'ai beaucoup observé, écouté, compris. Hem, C'était peut-être un effort différent pour moi que ça peut l'être pour d'autres, Français parce qu'étant de culture vietnamienne, j'avais un double intérêt à comprendre et à rentrer dans la psyché, des personnes que j'avais en face de moi. Et un autre, donc ça, c'était le premier aspect, c'était l'écoute et un deuxième aspect qui était, assumer aussi ma différence, assumer, que j'avais pas été, embauchée pour être comme, tous les autres, que j'étais présente pour ma façon d'être, et tout ce que j'avais apporté avant et que le but n'était pas de me transformer, pour, rentrer dans un moule parce que sinon ça aurait été mieux de prendre quelqu'un de local et pas faire l'effort de me faire venir, au Vietnam. Bien sûr. Et est-ce que tu as des exemples, les principales différences que tu as découvertes en arrivant justement au Vietnam entre ton expérience du coup à McKinsey en France et cette expérience à Bimbev au Vietnam? Alors, il y a des différences, il y en avait beaucoup et j'ai jamais trop fait l'exercice de trier, quelles expériences étaient dues au contexte, français ou vietnamien ou le contexte, consulting ou, entreprise corporate. Hem, donc, en différence, notable, celle qui me vient en premier à l'esprit, c'était la place, donnée aux femmes, en fait. C'est un souvenir qui me revient, mais chez McKinsey, j'ai des souvenirs de dîners d'équipe ou de réunions d'équipe où, j'étais, parfois la seule femme, dans un milieu assez, masculin, partenaire masculin, client masculin et où du coup je devais, faire semblant de m'intéresser à des conversations, sur le foot et aussi où j'étais dans une position plus, junior et au Vietnam, j'ai en tout cas mon expérience, je sais pas si c'est le cas pour toutes les boîtes, mais mon expérience a été plus, égalitaire. Je suis arrivée dans les réunions où j'étais la seule femme, j'étais plutôt, dans le leadership et ce leadership était, accepté et pas remis en cause parce que j'étais une femme et dans les réunions plus, mixtes, les femmes avaient autant de place que les hommes et donc ça c'est une différence, qui m'est apparue assez tôt, au Vietnam, hein. C'était la place, des femmes et leur rôle, de leadership, qui était accepté. C'est intéressant ce que tu dis. Et aujourd'hui, je fais un pont directement sur l'entrepreneuriat, donc par rapport à ce que tu viens de dire sur la place des femmes en cabinet de conseil et dans ton expérience chez Abimbev. Comment aujourd'hui tu te positionnes en tant que femme entrepreneur au Vietnam? Est-ce que c'est pour toi plus facile, moins facile? C'est la même chose que si tu avais entrepris en France? Alors je sais pas si c'est la même chose, je pense que j'imagine que c'est très différent. Aussi, comment je me positionne? En fait, pour moi, c'est pas un sujet. Enfin, du coup, c'était pour ça que je sais pas quoi répondre. Pour moi, c'est pas un sujet, au Vietnam surtout, hem, limite, je vois plus de femmes entrepreneurs autour de moi que d'hommes. Donc, hem, c'est vrai que c'est parfois quelque chose qu'on entend de: «Ah, les femmes ont plus de mal à lever des fonds». J'imagine que c'est très possible. Enfin, c'est probablement vrai, mais autour de moi, au Vietnam, en tout cas, dans mon écosystème, ce n'est pas, ce que j'observe. Enfin, autour de moi, je vois plus, des femmes, empowered que des femmes, délaissées et qui passeraient à côté de certains cercles ou de certaines opportunités, au Vietnam. Moi, c'est le sentiment que j'ai aussi en vivant ici depuis 2 ans. Mais je voulais avoir ton écho et ton retour, toi, en tant qu'entrepreneur au Vietnam. Comment tu bascules dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu peux me raconter? Ce n'est pas quelque chose, dont j'ai rêvé étant petite, j'avais d'autres, rêves, hein.
Après, j'ai toujours eu un profil entrepreneur. On me l'a souvent dit. J'aime initier. J'aime faire les choses qu'on doit faire quand on est entrepreneur, mais ce n'était pas mon rêve étant toute petite. Et même quand je voulais travailler dans le chocolat, je me disais pas, ah oui, je vais être un chocolate entrepreneur. J'avais envie d'être dans cette industrie, mais j'avais même pas envisagé de lancer une boîte. J'avais plus envisagé de rentrer dans un groupe, avoir une fonction de business development et peut-être de general management d'une petite BU, business unit. Donc, j'avais pas vraiment vu ça et je voyais les gens autour de moi entreprendre. De ma promotion à HEC, une fille qui a créé une licorne, une autre qui a créé Frishti. Donc il y a beaucoup d'histoires, de success stories et aussi de gens qui ont entrepris à une échelle moins grande mais pas moins épanouissante, qui sont aussi très épanouis dans ce qu'ils font. Et à l'époque, le risque me paraissait tellement grand et l'engagement tellement fort que en fait, j'avais plutôt choisi d'être employée pour la liberté mentale que ça laissait. Quand on me disait les entrepreneurs sont libres, je voyais pas du tout ça comme une liberté, je voyais ça comme quelque chose à admirer. J'enviais leur épanouissement professionnel et le fait d'aller tous les jours, de jamais vraiment arrêter. Mais pour moi, je voyais ça comme le renoncement à la liberté de se dire bon, en fait, là, je fais un break, je pars. Et du coup, dans mon cas, la bascule dans l'entrepreneuriat, ça a plus été le fruit d'une rencontre et de la chance inouïe de rencontrer quelqu'un qui m'a donné une opportunité à laquelle je n'avais pas osé rêver. Et en fait, quand on m'a donné la possibilité de le faire, mais c'est vrai que c'est tout ce que j'aime faire. C'est ce que j'aime faire. Et aujourd'hui, forte des expériences et de la confiance que j'ai accumulée sur mes compétences, ma capacité à faire. Maintenant, je sais mieux quelles sont mes limites. L'entrepreneuriat, ça ne me fait plus peur. Et du coup, je pense que j'aurais du mal à revenir à une autre façon de fonctionner. Ce serait possible et peut-être que je le ferai un jour, mais aujourd'hui, je sais que c'est vraiment de la chance d'être arrivée là. Comment elle se fait cette rencontre? Parce que c'est toi qui cherchais à trouver un associé et t'allais, je sais pas, dans des événements, par exemple, de networking avec de potentiels entrepreneurs. Comment ça s'est passé? Ah non, mais alors pas du tout. Vraiment, je cherchais pas un associé. J'étais même pas ouverte à être entrepreneur. Enfin, moi, quand j'ai rencontré Grisha, ça faisait 3 ans que j'étais chez AB InBev. Ça se passait bien. J'avais été promue récemment. Juste, je me posais la question sur en fait, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Et alors, bon, là, c'est le moment un peu cheesy, mais en fait, ce bus, c'était le bus qui m'emmenait au point de départ d'un trail. Et la veille, le bus, tu veux dire t'as rencontré donc ton associé dans un bus, oui, c'est ça? Oui, en gros, j'ai rencontré Krisha dans un bus à Dalat. Ok. Et la veille, j'avais une conversation avec mon partenaire. On avait une conversation philosophique sur qu'est-ce qu'on fait, en fait, quel est le sens de ce qu'on fait. Et là, il m'a posé la question, mais en fait, est-ce que tu veux travailler dans la bière? Et c'est là où je me suis posée et j'ai réfléchi et je lui ai dit, en fait, non, mon rêve, c'est de travailler dans le chocolat. Ça faisait des années que j'avais pas pensé ou réfléchi au fait que je voulais travailler dans le chocolat. Et juste parce qu'il m'a posé la question, je l'ai dit à voix haute. Et le lendemain, dans le bus, à 4h du matin, j'ai rencontré Grisha qui m'a dit qu'il travaillait dans le chocolat. Et là, bon, voilà, c'est aussi le destin. Mais donc, du coup, comment j'ai rencontré? Non, c'était pas attendu, c'était pas quelque chose que je cherchais. On a ouvert la conversation, enfin plutôt il a ouvert la conversation et j'ai été ouverte à l'échange en fait. Et je pense que c'est un événement qui a ancré en moi quelque chose que j'avais déjà, mais qui est l'ouverture aux rencontres et le fait de juste de discuter pour voir, parce que en fait on sait pas ce qui se passe derrière. Et là, c'est une conversation qui nous a emmenés assez loin quand on regarde. Bien sûr, ouais, comme quoi là, quand t'es à côté d'un voisin dans le train, dans un bus,
peut toujours être intéressant de se mettre un défi, d'engager la conversation, de savoir juste ce que fait son voisin. Ça nous arrive à tous au quotidien et il y a potentiellement de superbes opportunités par ces rencontres, quoi. Absolument. Moi, j'ai une question par rapport à ton projet actuel et tu parles beaucoup du chocolat par rapport à une mission que tu as faite à McKinsey, à cette rencontre avec Richard. Pourquoi le chocolat? Est-ce que c'est quelque chose que tu as identifié cela quand tu étais chez McKinsey ou est-ce que c'est quelque chose qui remonte à ton enfance? Comme tous les enfants, j'ai des souvenirs liés au chocolat. J'aime les gâteaux. Mais c'est vraiment ce projet, quand j'étais consultante dans cette boîte de chocolat qui m'a donné l'envie de rejoindre le secteur. Avant, c'était un produit que j'aimais, mais je me suis jamais dit j'ai envie de devenir chocolatière. En faisant ce projet, j'ai été fascinée par la passion de toutes les personnes qui travaillaient dans la boîte. C'est assez rare de rentrer dans une boîte et que même les gens qui sont dans l'IT, qui sont dans n'importe quel département de la boîte soient très fortement impliqués et passionnés par le produit et fiers de ce qu'ils font. Et c'est cette dynamique générale qui m'a interpellée. Donc c'était un sentiment fort que j'ai eu et après qui a trouvé des justifications de plein de façons. Le chocolat, c'est une matière noble, c'est la matière préférée de n'importe quel pâtissier. C'est riche en histoire, c'est riche en enjeux environnementaux, sociaux. Ça fait rêver les enfants, ça fait rêver les gens. Donc c'est un coup de cœur qui se justifie après de plein de façons parce que cet environnement est tellement riche. Mais ouais, pour moi, c'était plus l'immersion dans l'entreprise et voir la passion qui animait les gens. Est-ce que tu peux me parler de ton marché, le marché du chocolat aujourd'hui? Alors, mon marché du chocolat au Vietnam. Alors pour moi, c'est un marché assez modeste par rapport au marché européen, mais plein de promesses avec le fait qu'aujourd'hui, les Vietnamiens ont très peu l'habitude du chocolat comme c'est le cas en Europe, alors que et on peut imaginer que ce qui s'est passé euh, en Chine, mais aussi, on va dire, au Japon, à Taïwan, dans d'autres pays de la région asiatique qui avaient des cultures gastronomiques assez différentes, mais où le chocolat a réussi à se faire une place. On peut imaginer que ça se passera aussi au Vietnam. Tu parles de l'utilisation différente du chocolat par les Vietnamiens. Comment aujourd'hui ils l'utilisent? Parce qu'en France, on mange un carré de chocolat à la fin d'un repas, on va dire. On a des chocolats chauds, on en a beaucoup dans les pâtisseries. Comment les Vietnamiens l'utilisent au quotidien? Alors, pas. Donc pas au quotidien, de façon bien moindre qu'en France. Et la plupart des Vietnamiens avec qui j'ai échangé, soit ils ont des souvenirs liés à Hershey's. Je sais pas si tu vois les Hershey's Kisses. C'est des chocolats de l'entreprise américaine Hershey's. S'ils ont un ami ou quelqu'un de la famille qui revient des États-Unis ou qui revient d'un aéroport, il reviendra avec ses chocolats. Et donc, ils vont associer le chocolat, pour eux, un chocolat de qualité. Ce sera ce chocolat venu de l'étranger qui, pour nous, n'est pas forcément, n'est pas forcément un grand chocolat. Donc, leur souvenir, ça va être soit ça, soit, ils ont le Milo, donc aussi mais où en fait c'est pas du chocolat, mais c'est une boisson lactée avec un goût chocolat cacao. Et finalement aussi les gâteaux d'anniversaire, ceux sur lesquels il y aura du chocolat intégré, mais peu d'habitude de consommation du chocolat. Et toi, aujourd'hui, en quoi tu arrives à sensibiliser ou à fidéliser tes clients? Quelle stratégie tu mets en place? Donc nous, ce qu'on fait avec Cocoa Project, c'est vraiment apporter le chocolat pour tout le monde. Donc c'est notre tagline, c'est
Chocolatier Mọi ce qui veut dire le chocolat pour tous. Et l'idée, c'est de créer cette culture du chocolat au Vietnam et petit à petit d'amener les Vietnamiens à découvrir, à découvrir ou redécouvrir le chocolat et à l'intégrer dans leur quotidien. Et comment on s'y prend? On a choisi. Au début, notre idée, c'était de créer un musée pour amener les gens à comprendre la valeur d'un bon chocolat et la richesse du chocolat comme un ingrédient. Et finalement, notre projet a évolué pour plein de raisons vers ce qui aujourd'hui Cocoa Project, c'est un cocoa shop en fait. Donc c'est comme un coffee shop, mais en fait autour du cacao, du chocolat. Et donc on essaye d'apporter des nouvelles façons d'apprécier le chocolat qui ne soient pas juste un copier-coller de ce que nous on a en Europe, mais de trouver les modes de consommation du chocolat qui vont convenir au goût et à la façon de manger des Vietnamiens. Donc je dis pas du tout qu'on a trouvé la clé, mais je dis que c'est ce qu'on veut faire. Donc moi, je suis pas ici pour apporter des pains au chocolat ou des opéras ou même si j'adore ça et même si on peut proposer s'ils aiment. Mais mon rêve, c'est vraiment de trouver la clé d'entrée du chocolat dans le cœur des Vietnamiens. Donc, est-ce que c'est une boisson? Est-ce que c'est des noix enrobées de chocolat? Aujourd'hui, on essaye les mooncakes, donc des gâteaux qui sont pour la saison de la mi-automne, assez particuliers. On met du chocolat dedans. Donc, on essaye de trouver cette formule, en fait. Qu'est-ce qui va faire aimer le chocolat aux Vietnamiens? Et parce que toi, aujourd'hui, donc avec The Cocoa Project, tu sources uniquement les fèves et après, tu fais toute la fabrication ici. Alors, nous, Cocoa Project, nous ne sommes pas un bean to bar. Donc, on a un fournisseur de chocolat stratégique qui est Puratos Grand Place, hein, qui source directement le cacao auprès des fermiers. Donc, tout le chocolat qu'on achète vient d'une source traçable, ce qui est très rare dans l'industrie du chocolat. Et nous, on se concentre, nous comme marque, comme entreprise, on s'assure que notre chocolat est bien sourcé, mais on se concentre sur le goût, sur la créativité, sur les créations qui vont faire aimer le chocolat vietnamien. Donc, la chaîne du chocolat est assez compliquée. Pour être un bean to bar, il faut avoir des opérations. Il faut, si on veut bien le faire, il y a de gros investissements à faire. Puratos Grand Place fait ça très bien. C'est l'entreprise qui a lancé le chocolat au Vietnam depuis 30 ans, vu que c'est à l'origine de cette entreprise, c'était Grisha. Donc, Ton associé, ouais. oui. Donc du coup, on laisse Puratos Grand Place faire ce qu'ils font très bien. Donc faire des grands chocolats bien sourcés auprès des fermiers. Et nous, on se concentre sur la partie B2C, sur comment transformer le chocolat et en faire quelque chose que les gens vont aimer. Ouais, sur la partie recette. La partie recette, formulation, avoir cet espace, créer un espace accueillant pour les gens, trouver comment les inviter, le marketing. Donc c'est vraiment sur ça qu'on se concentre. Comment trouver le produit qui va fonctionner. Ok, super. Et quand tu t'es lancé dans cette activité, comment est-ce que tu as fait pour justement recruter les premières personnes qui t'ont accompagné sur ce projet, pour créer ton équipe? Alors, au début, on a voulu faire comme un projet comme ça prend beaucoup de temps entre la phase idéation, la planification, ça toutes ces étapes prennent beaucoup de temps. Donc au début, on a commencé avec une personne, Queen, qui est toujours avec nous. Elle avait un profil très curieux, très
polyvalent et qui correspondait très bien aux besoins à l'époque. Et depuis, elle a grandi, elle a grandi avec le projet en fait. Et aujourd'hui, elle s'occupe de tout ce qui est produit, donc du design. Elle travaille avec le chef, donc le packaging. Donc ça, c'est pour la première personne qu'on a recrutée. Et après, c'est plutôt identifier les besoins critiques de la boîte à un moment donné. Donc, à un moment, c'était la personne suivante, c'était la RH, ensuite comptable, les opérations, et à chaque fois, c'est des rencontres, rencontrer un maximum de personnes, si possible, faire circuler autour de soi le besoin pour que les gens qu'on connaît présentent les personnes de leur entourage qui connaissent, qui pourraient être intéressées par le projet. Donc, beaucoup par réseau, et ensuite par partager une vision claire de où on va assez tôt. Même quand on n'avait pas l'endroit, et là, il fallait trouver des gens qui allaient être convaincus. Donc, réussir à communiquer, à véhiculer la vision de on va créer une destination chocolat au Vietnam, ça vous intéresse? Et voir les personnes chez qui ça a stimulé un intérêt, une curiosité, un match avec leurs valeurs, leurs aspirations, leur façon de travailler. Donc, beaucoup de contacts. Combien il y a de personnes aujourd'hui chez Cocoa Project? On est un peu moins que 25 personnes. Et toi, comment tu fais pour motiver justement toute cette équipe avec, on parlait tout à l'heure des différences culturelles. Est-ce que en fonction des personnes, tu vas t'adapter? Est-ce que tu vas adapter ton mode de management justement à la culture vietnamienne aussi? J'ai énormément adapté ma façon de fonctionner pour les équipes, et je pense que eux se sont beaucoup adaptés à moi aussi, sans devenir un manager à la vietnamienne, ce qui implique beaucoup de fonctions en dehors du travail, de faire fonctionner l'entreprise comme une famille, même si le sentiment peut être familial. Donc c'est trop éloigné de ce que moi ce que je me sens de faire et de comment je vois les choses. En revanche, oui, j'ai beaucoup adapté, en dehors de ça, j'ai beaucoup adapté mon style de management à être beaucoup dans l'écoute, dans l'influence, dans le consensus. Beaucoup de consensus avant d'arriver à une décision, plutôt que le management top-down, tu fais ça, tu fais ça. Ok. Comment on devient un expert en chocolat? Comment on devient un expert en chocolat? Je pense que tout le monde peut devenir expert en chocolat si tu as la passion, si tous les jours, tu peux goûter des chocolats, réfléchir à qu'est-ce qui te font, qu'est-ce que ça t'évoque, quel goût tu décèles. Comme tu deviens un expert en vin aussi, tu as des gens qui travaillent pas du tout dans le vin, mais qui sont très forts pour reconnaître des vins. Donc, tu as tout l'aspect sensoriel. Tu as la curiosité, t'alimenter de contenu sur le sujet du chocolat. Donc, aller sur Confectionery News tous les matins. Et aussi continuer Mais le meilleur moyen, finalement, c'est de travailler dans le secteur, parce que pour que chaque rencontre que tu fais soit orientée vers ce que tu fais ou ce que l'autre personne fait. Et en fait, moi, j'ai jamais rencontré autant de personnes dans le chocolat que depuis que je suis dans cette industrie. Donc, c'est aussi un bon moyen de devenir expert. Ok. Et alors, c'est quoi un bon chocolat, Caroline? Un bon chocolat, c'est un chocolat avant tout qui est bien sourcé. Donc finalement, tu te dis, le chocolat, c'est un plaisir. Donc du coup, c'est très triste que la plupart des chocolats qui sont dans un supermarché ne soient pas d'une origine éthique ou et possiblement contribuent à la déforestation. Je pense que dans 2 ou 3 ans, ce ne sera plus possible, car l'Union européenne a régulé en demandant à ce que tous les produits importés en Union européenne soient officiellement deforestation free, de façon traçable, ce qui va beaucoup changer les règles du jeu, les façons de fonctionner
des entreprises de l'industrie. Mais pour moi, un bon chocolat, oui, bien sûr, le goût, mais le goût, c'est subjectif. Mais objectivement, c'est un chocolat qui n'a pas fait souffrir les personnes impliquées dans la supply chain. Est-ce que tu as un conseil pour quelqu'un qui souhaiterait entreprendre dans le monde de l'agroalimentaire, de la boisson, du chocolat, par exemple? En fait, c'est un conseil qui s'appliquerait à partir de mon expérience, de ma modeste expérience, mais qui s'appliquerait pour tous les secteurs. C'est si tu souhaites entreprendre, juste fais-le. J'ai vu plein de gens faire beaucoup de business plans, faire beaucoup de recherches et finalement l'énergie de lancer le projet, elle se perd dans cette phase de recherche. Et en fait, quitte à quitte à apprendre quelque chose, en fait, il vaut mieux limite, je te conseille de te planter. Enfin, je te conseille de juste le faire et de te planter et là, tu apprendras et 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 de le faire plusieurs fois jusqu'à ce que tu y arrives. Mais je te conseille pas de faire un long business plan parfait parce que de toute façon, il y a plein de choses que tu pourras pas voir venir. Ton plan va changer, le monde va changer, et même si ton plan ne change pas et le monde ne change pas, il y a des choses que tu n'auras pas vu venir. Donc, en fait, je conseillerais juste à quelqu'un qui veut le faire de juste se lancer et le faire. Même à petite échelle, de le faire petit, le faire mal, mais le faire. Mmh. Tu parles justement de ne pas avoir peur de l'échec. Heu, Quels ont été, toi, le ou les plus grands challenges que tu as rencontrés en tant qu'entrepreneur expatrié au Vietnam? Alors les challenges, il y en a beaucoup, surtout pour une entreprise étrangère. C'est un parcours du combattant en termes administratifs, de créer une boîte. C'est toutes les personnes qui ont lancé une boîte qui n'est pas une boîte de conseil, mais un business comme celui-là peuvent en témoigner. La phase administrative et création de boîte, ouais, c'est vraiment quelque chose de pénible. OK. Et qu'est-ce que tu as fait pour justement, passer cette étape? Tu t'es fait accompagner? Oui, on s'est fait accompagner par des avocats, des gens dont c'est le métier, par des gens qui ont beaucoup d'expérience. Donc, Grisha, lui, a ses 30 ans d'expérience de- d'entrepreneuriat au Vietnam. Donc, il a une connaissance aussi de comment ça se passe, quelles sont les choses à attendre. Donc, on peut se faire accompagner, mais ce sera jamais pas pénible en fait. Donc, principalement, c'est just do it. Enfin, faut juste le faire. Si tu dois recommencer une aventure, à l'international, tu choisis quel pays? Si ça devait être un autre pays, bien sûr, que le Vietnam. Si ça devait être un autre pays, c'est une réponse, plus gut feeling et pas du tout liée à la démographie, l'économie haute, mais ce serait la Colombie ou le Mexique, parce que ce sont aussi des grands pays cacao, chocolat, euh, avec une culture qui est très différente du Vietnam, mais qui a des similitudes avec le fait que les gens vivent dehors, que ce soit des cultures assez chaleureuses. Du coup, c'est vrai, je pense, ces deux pays. Comment tu continues de progresser aujourd'hui, tous les jours? Alors ça, c'est un challenge quand on entreprend, c'est qu'on sort des cadres de l'entreprise où on est accompagné, où ton développement est accompagné par un manager, par un département RH. En fait, quand tu entreprends, tu es aussi entrepreneur de ton propre développement personnel, hein. Et pour moi, il y a deux choses principales que je fais. La première, c'est je lis beaucoup, donc je m'alimente en contenu. Donc je cherche des livres, je vais essayer de lire des contenus qui vont pas être juste des articles. Et la deuxième chose, c'est les rencontres. En fait, accepter les rencontres, lancer des rencontres, être humble en disant en fait il est très possible que je ne connaisse rien à rien, donc qui je pourrais rencontrer, à qui je pourrais poser des questions, qui pourraient me partager des choses sur leur parcours, m'inspirer et qui vont me donner, je sais pas, des conseils de livres ou des conseils de développement.
Et pour moi, ces 2 piliers m'aident, je pense, à progresser, même si il y a pas de trajectoire établie. Il y a personne qui va me dire ah tu peux progresser sur ça ou ça. J'ai pas d'évaluation, mais je réfléchis sur moi-même et sur comment je peux être stimulée. Ok. Et tu parlais notamment de livres. Est-ce que tu as un indispensable? Alors moi, ce que j'appelle un indispensable, c'est par exemple un livre de chevet ou un outil, une application que tu vas utiliser au quotidien, un journal sur lequel tu vas puiser énormément de choses. Donc, quel est ton indispensable? Mon indispensable, je dirais que c'est la pratique de la méditation, qui est qui est une pratique quotidienne. Le sport aussi. Mais après, si je devais parler d'un livre que je recommanderais à tout le monde et qui fait partie d'un dernier indispensable que j'ai pas mentionné, hein, c'est Why We Sleep. Pourquoi on dort? Et en fait, pour moi, un indispensable, c'est aussi le sommeil. En fait, c'est le fait de bien dormir pour être opérationnel, pour donner toutes les ressources à mon corps, à mon cerveau, pour être alerte. Et donc, je recommande ce bouquin. Ok, super. Bah écoute, tu m'enverras la référence, je la mettrai en description du podcast. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné dans ta carrière? Le meilleur conseil qu'on m'ait donné dans ma carrière, c'est le même conseil formulé de plusieurs façons, mais c'est people first, enfin les gens d'abord. Et très tôt, c'était si tu dois choisir un boss génial et un job ok, ou un job génial et un boss ok, vaut mieux choisir un boss génial. Et en fait, c'est vraiment choisir de s'entourer de personnes inspirantes qui donnent envie d'aller au travail. Parce que sur le papier, hein, n'importe quel job peut être parfait, mais vraiment choisir les personnes en premier. Ok. Est-ce que tu as une maxime ou une citation Euh, qui te suit au quotidien? J'en ai une en fait, mais qui me suit de façon générale. C'est tout arrive pour une raison. Donc tout arrive pour une raison. Ça veut dire que même quand il y a des choses difficiles, elles sont là pour un apprentissage, hein, et que c'est une maxime très optimiste en fait, où se dire que s'il y a quelque chose de compliqué, c'est pour une meilleure raison. Et pour moi, ouais, les petits hasards parfois peuvent participer à des grands changements ou des grands rêves, hein. Donc ce serait celle-là. Ok. Si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui souhaiterait changer d'environnement, c'est-à-dire déménager, changer de travail, s'expatrier, quel serait-il? Ce sera le même, hein, ce sera just do it. Enfin, faut le faire. Faut le faire. C'est vrai que c'est génial quand c'est confortable et quand toutes les étoiles sont alignées et que on réussit euh, à bouger avec son partenaire ou à bouger dans le sein de la même boîte. Mais parfois, faut aussi juste décider. Là, je vais y aller, et on essaye de le faire de façon confortable. Mais même si c'est pas confortable, bah on y va quand même, et on verra bien sur place. Qu'est-ce que c'est pour toi un leader sans frontières? Un leader sans frontières, c'est quelqu'un qui va s'affranchir des normes attendues de chaque culture, mais qui va comprendre ce qu'il y a au fond dans chaque humain en fait, dans chaque humain, qui va les motiver, les inspirer, leur donner envie. Et je pense que pour moi, tous les vrais leaders, enfin ceux que j'admire et ceux qui m'inspirent, ne sont pas liés à la à leur personnalité qui match un environnement. C'est parce qu'ils ont l'aptitude de s'adapter aux différents environnements, parce qu'au fond, ils savent qu'ils parlent à des humains, qu'ils réussissent à emmener les gens derrière eux. Où est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver, Caroline? Au 143 Nguyen Dinh Thieu, dans le district 3, au Cocoa Project, généralement. Ok, super.
Sur LinkedIn aussi, on peut te envoyer... Sur LinkedIn, oui. Parfait. Bah écoute, merci beaucoup de m'avoir reçu ici à The Cocoa Project, Anne-Lyne. Je t'en prie, Paul. Merci de m'avoir écouté. C'est la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez de nouvelles idées pour élargir vos horizons. Si vous voulez retrouver le podcast des Leaders sans frontières, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn ou sur Instagram. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode des Leaders sans frontières. À bientôt.